Donc oui, vous êtes des grands témoins de la recherche avec un regard un petit peu particulier orienté par les questions d'éthique. Et donc, on va articuler la discussion autour de quelques grandes questions, mais il nous a semblé important, avant de juger de ce que c'est qu'une recherche de qualité, la recherche à laquelle on aspire, de reposer les fondements, c'est-à-dire de poser de votre point de vue quel est l'intérêt pour un pays comme le nôtre ou pour la planète dans son entier, si on veut, d'avoir une recherche de qualité, et qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est une question très vaste. Nous pourrons donner quelques éléments de, de réponse qui fondés sur un peu notre réflexion et puis ce qui a été discuté au comité d'éthique. Je voudrais commencer par dire que l'actualité nous donne quand même une chance de répondre directement sur l'importance de la science et de la recherche. En effet, on a assisté à une mobilisation pendant cette crise sanitaire très forte de la communauté internationale et qui a mobilisé toutes les disciplines, les sciences de la vie, bien entendu, la biologie, la médecine, mais aussi les mathématiques pour faire des algorithmes, des prévisions, les informaticiens, également aussi la physique qui a confectionné des appareils, etc., etc. Et même les HS, puisqu'on a vu des chercheurs très nombreux se mobiliser pour produire des résultats pertinents, ou moins pertinents, relatifs à l'économie, ce qui est arrivé à l'économie avec la crise, et aussi des juristes. Donc, il y a eu une mobilisation sans précédent et surtout qui a donné des résultats qui ont été extrêmement, qui sont venus très rapidement. Il y a eu des appels à projets aussi qui ont été lancés par des institutions de recherche dans des délais inédits avec des procédures de sélection aussi inédites. Les éditeurs se sont mobilisés aussi, les éditeurs scientifiques, pour ouvrir plus largement les résultats. Donc, il y a eu quelque chose comme 300 000 publications dans l'année 2020 et 50 000 préprints, ce qui ne veut pas dire que tout était valable, mais qu'il y a eu un énorme effort qui a tout de même abouti, cette mobilisation a abouti à des résultats qu'on n'avait pas vu se produire aussi vite. Par exemple, la mise au point d'un vaccin en moins d'une année, de plusieurs vaccins en moins d'une année, dont certains avec des technologies innovantes comme celle de l'ARN messager qui était déjà en étude pour des médicaments mais qui n'avait jamais été mise sur pied pour des vaccins. Donc, je dois dire que c'est un exemple de à quoi comment la science peut et la recherche peut être mobilisée pour le bien public, en gros, quand il le faut, avec les moyens, bien sûr, qui vont avec, ce qui n'empêche pas de signaler qu'il y a eu quand même aussi beaucoup de dérives qui ont accompagné cette recherche, qu'il y a eu de la communication qui n'a pas toujours été appropriée, qu'il y a eu des blocages de l'opinion sur des méthodes qui n'étaient pas conformes à l'intégrité scientifique. Que l'intérêt de la recherche pour la société, je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'intérêt de la recherche pour la société, c'est pas récent. C'est apparu il y a extrêmement longtemps. Et si on regarde bien, il y a deux motivations essentielles qui font que les sociétés se mettent à faire de la recherche. Il y a le besoin de comprendre le monde, répondre à des questions qu'on se pose. Ça, c'est, allez, en gros, depuis que l'homme a inventé l'agriculture, l'élevage, il y a les problèmes du temps, la maîtrise du temps pour la culture. Donc, quand on ne comprend pas une chose, que faisaient les sociétés anciennes, c'était la religion.
compréhension du monde qui nous entoure, bah, il y a eu toutes les cosmogonies, les mythes de création du monde. Ça, c'est la première motivation. Essayer de comprendre. Il y a une deuxième motivation, c'est la technologie, parce que, en fait, liée un peu à la survie, à l'amélioration de la vie. Et ces deux motivations se sont vraiment, je dirais, entrecroisées, se sont supportées. Et je crois que c'est vrai que c'est les Grecs, hein, les philosophes grecs, donc 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui ont dit, bah voilà, on va réfléchir par nous-mêmes, on observe, on réfléchit, on fait des propositions. Et en fait, ça a été un peu la décision de la science parce que ça pouvait être débattu, alors que les mythes et les religions ne les débattaient pas. Et donc, les Grecs ont inventé la science moderne en ce sens que ça peut être réfuté, ça peut être débattu. En ce qui concerne les besoins technologiques, énormément de concepts scientifiques sont nés de besoin de comprendre des instruments que les ingénieurs, donc on met entre guillemets évidemment, avaient inventés, que ce soit pour construire des monuments, pour des tas d'appareillages. Le besoin de comprendre les concepts qu'il y a derrière, ça a été aussi à l'origine de beaucoup de concepts. Par exemple, Archimède, hein, c'est clair, c'était un ingénieur. Archimède travaillait à Syracuse, qui était une puissance maritime et qui était en plus en guerre contre Rome. Et donc, il y avait des besoins technologiques. Hein. Donc, pas mal de ces innovations étaient liées. Il a inventé l'hydrostatique, c'était quand même lié aux des besoins de la flotte de Syracuse à l'époque. Donc, il y a ces besoins de maîtriser la technologie, de comprendre, qui ont fait que Et ça a été un moteur pour l'essor de sociétés. Alors, il y a des sociétés qui n'ont pas vraiment innové d'un point de vue scientifique. Les Romains, par exemple, c'était une civilisation d'ingénieurs, mais il n'y a pas eu de scientifiques romains. Mais ça a été d'excellents ingénieurs. Ils ne se posaient pas trop de questions. Eux, la science, ça servait à dominer, pas à comprendre. Le Moyen-Âge, bon, on a beau dire que c'était un âge sombre, mais il y a eu quand même des innovations colossales. Et la science à la grecque est arrivée à partir du XVIe siècle. Il faut bien voir que la manière de travailler des scientifiques au XVIe siècle, XVIIe siècle, c'était un peu la manière de travailler des scientifiques grecs d'Alexandrie, hein, à l'époque ptolémaïque. C'est-à-dire que nos sens humains ne sont pas suffisants, il faut les améliorer avec des instruments. Et le fait d'avoir créé des instruments, ça a permis de faire des réalisations assez fantastiques d'ailleurs, parce que je crois que c'est Aristarque de Samos qui était capable de mesurer le diamètre relatif de la Lune et de la Terre, la distance relative Terre-Lune, Terre-Soleil, etc. Et il a suffi d'un autre qui a montré que la Terre est ronde et de mesurer sa circonférence pour qu'on ait toutes les distances. Et ils ont été conscients à ce moment-là que les mesures, il y avait des erreurs de mesure. Le fait que les mesures sont imprécises, les Grecs en ont pris conscience tout de suite. Et ça, c'est peut-être un problème de la science moderne, parce que quand un scientifique communique en science, il fait part des incertitudes. Et ça ne plaît pas forcément au grand public, puisque ce qu'il veut, lui, avoir, c'est avoir des certitudes. Mais en fait, c'est inhérent à la recherche, à la science, d'associer des incertitudes aux mesures, aux résultats qu'on obtient. Voilà, donc je pense que la science moderne, en fait, c'est un héritage très, très ancien. Je pourrais peut-être enchaîner en disant l'importance de la recherche fondamentale par rapport aux innovations, qui n'est pas forcément toujours bien perçue parce que on nous donne des grands programmes avec des défis sociétaux pour lesquels il faut trouver des solutions technologiques et en fait, on ne se rend pas forcément compte que la recherche fondamentale est à la base des découvertes qui sont potentielles et nécessaires. Donc, je voudrais rappeler quand même que la condition d'exercice du métier de chercheur suppose une liberté très grande dans le choix de sa spécialité, dans le choix de son sujet de recherche. Donc, ça a été mis en exergue dans le texte de la recommandation de l'UNESCO sur la condition d'exercice du métier de chercheur
la liberté fondamentale de mener des recherches fondamentales qui va dans cette recommandation de l'UNESCO qui va avec sa responsabilité, liberté, responsabilité sont associées. Donc, cette recommandation, elle avait été faite en 1974 à l'époque de la guerre froide et elle était extrêmement importante pour s'opposer à ce qui se passait en Union soviétique avec les affaires de Lysenko, de la biologie, que vous connaissez très bien. Elle a été révisée en 2017 parce que, bien sûr, les temps ont changé, mais la liberté de la recherche fondamentale et du chercheur est toujours au premier plan de cette recommandation mondiale. Hein. Voilà. Donc, je voudrais en donner quelques exemples qui montrent que, dans le fond, des sujets très importants pour la société ont été découverts à la suite de travaux de recherche très fondamentaux qui n'étaient pas du tout destinés aux découvertes, aux applications en question. Je pourrais citer la découverte du positron, puisque je suis physicienne, je vous donne des sujets de physique. La découverte du positron théoriquement prévue par Dirac en 1928, mise en évidence expérimentalement quelques années suivantes par Anderson et d'autres, qui ont donné lieu à l'appareil qu'on appelle le PET scan, hein, des décennies après, qui permettent de faire des mesures de médecine. Détection de tumeurs cancéreuses précoces. Oui, voilà, extrêmement utile. Ensuite, je peux citer l'exemple de la relativité générale d'Einstein en 1916, qui a utilisé les mathématiques, des mathématiques, par exemple les mathématiques de Riemann, qui avaient été développées 50 ans avant. Et à l'inverse, je peux dire que ces outils de relativité générale ont permis de mettre au point le GPS, dont tout le monde sait maintenant, longtemps après, à quel point il est utile à la société. Et le dernier exemple que je donnerai, parce que c'est dans mon domaine de physique atomique, la découverte de l'émission stimulée par la prévision de l'émission stimulée par Einstein et tous les travaux qui ont suivi sur les interactions lumière-matière ont donné lieu des décennies plus tard à l'invention du laser, date quand même d'il y a 60 ans. On sait maintenant à quel point le laser est partout, dans la recherche et dans la vie courante. Et donc, ce sont trois exemples qui montrent l'idée que la recherche fondamentale peut être un moteur de progrès technologique et de progrès pour la société. Cet exemple d'ailleurs est très parlant parce que c'est uniquement dans l'objectif de comprendre ce qu'on appelait le rayonnement de corps noir, qui était un des grands mystères de la fin du 19e siècle. Hein. Ça faisait partie des quelques domaines pour lesquels on n'avait aucune explication. Et après Planck, donc, Einstein a voulu expliquer le rayonnement du corps noir, pourquoi le Soleil est à ce profil d'émission qu'on lui connaît, par exemple. Et en fait, il a prévu l'existence de l'émission stimulée qui en fait, ne servait pas à grand-chose à l'époque, ça ne servait à rien du tout. Et ça a été, comme le dit Michel, il a fallu attendre les années 60 pour trouver une application. Et ça, c'est peut-être le meilleur exemple, je trouve, en fait, qu'une recherche fondamentale sans objectif que de comprendre peut avoir des conséquences énormes. Quand on voit les utilisations du laser, il y a peu de domaines qui n'utilisent pas de laser. Pour donner une suite à ce raisonnement, je voudrais mentionner que, en fait, il y a beaucoup de découvertes très importantes qui ont été faites tout à fait par hasard, un peu par hasard. Elles étaient imprévues et elles ont nécessité que les chercheurs aient un esprit bien préparé, un esprit ouvert pour pouvoir les interpréter. Et c'est l'exemple, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, qui a un rôle très important en recherche et qui peut être illustré par l'exemple
découverte de la pénicilline en 1928 par Alexander Fleming. Vous connaissez l'histoire, il avait une boîte de pétri avec des bactéries Oui. et des moisissures, et il avait constaté qu'autour de certaines moisissures, il n'y avait plus de bactéries, et on a déduit que ces moisissures avaient un produit qui devait avoir un effet de destruction des bactéries. Donc, la sérendipité, et aussi nécessite que les chercheurs aient l'esprit ouvert et s'intéressent à tout, en fait. Donc, il faut qu'il y ait, je pense, un vivier de connaissances non finalisées qui sont utiles. Et on peut en donner un exemple récent pour le coronavirus. Je fais allusion aux travaux sur l'ARN messager du professeur Bruno Canard, qui travaillait il y a 15 ans et qui était assez connu pour ses travaux sur l'ARN messager plutôt dans le domaine de recherche sur pour faire des médicaments. Et puis ce sujet a été n'était plus à la mode au bout d'un certain temps, et il a manqué totalement de soutien, d'ailleurs plus stupidement de la part des institutions comme le CNRS. Et de ce fait, ces connaissances n'ont pas été développées, mais elles étaient quand même là. Il y avait quand même un vivier de connaissances, même si elles n'étaient pas finalisées, qui ont pu être réactivées quand il y en a eu besoin. De même, il y a eu, dans le domaine des SHS, après les attentats, en novembre 2015, les programmes du CNRS ont réactivé toutes les recherches sur la sociologie des religions, qui ont été très utiles pour essayer de mieux comprendre, ce qui avait pu se passer au cours de ces attentats. Donc, il y a eu un danger de mise à l'écart des compétences des chercheurs qui travaillent librement, et surtout s'ils sont considérés comme non prioritaires, ils doivent quand même être maintenus. C'est un peu le message. D'ailleurs, avec le risque, là, ça a été réactivé dans le cas de l'étude des virus de l'ARN messager, mais il y a quand même des situations où il y a une perte de compétences énorme en France, dans d'autres pays d'ailleurs, quand on décide qu'une thématique devient ringarde, n'est plus à la mode, entre guillemets. Ça a été peut-être le cas, il me semble, dans les années 70 sur l'étude de la biodiversité, hein, faire ce qu'on appelait de la systématique, c'est-à-dire identifier les animaux, les végétaux. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite dans ces époques-là qui n'ont pas été remplacés. Et quand il y a une prise de conscience de la situation dans laquelle nous vivons d'un point de vue de la biodiversité, du coup, on manquait de compétences. Ça, c'est les départs à la retraite non remplacés, c'est quelque chose de dommageable à terme, parce qu'on ne sait jamais quels sont les domaines qui sont ringards au tenté et qui peuvent devenir très importants des années plus tard. Donc, il me semble que vous avez fait déjà une réponse très complète là-dessus. Vous allez vous relancer sur un point plus précis. Il me semble que je sais pas, c'est dans l'opinion publique, il y a trois manières de penser cette question cette manière à la recherche d'être utile à la société. Il y a celle que vous avez développée largement d'une sorte d'écosystème de recherche qu'on laisserait rechercher des solutions latentes, mais paradoxalement, vous avez aussi évoqué des grands noms de la science. Donc c'est paradoxal parce que c'est l'existence de ces grands noms de la science qui fait émerger l'idée que la science est portée par quelques personnes qui seraient des stars géniales et qui produiraient les résultats essentiels, et ce qui vient paradoxalement à l'appui d'un système d'appel à projet dans lequel il suffirait de financer les bonnes personnes, celles qui ont les bonnes idées, alors que vous défendez l'inverse
de l'autre côté, cette idée de solution latente utile à la société. Donc là, il y a les appels à projets est quand même devenu le système dominant, presque pas remis en question, questionné peut-être dans ses proportions. Et puis, il y a un troisième point que vous n'avez pas évoqué, qui est finalement, mais qui prend de l'importance dans la société, qui n'est pas tant une défiance vis-à-vis des scientifiques, mais vis-à-vis de la possibilité de conflit d'intérêts des scientifiques. Ça s'est énormément exprimé. Et donc, ce discours progressiste que vous avez porté, il n'a pas du tout la tonalité critique qu'on entend dans la société vis-à-vis du fait que la science fondamentale puisse se dégager de toute application technique, y compris les pernicieuses. Donc, j'aurais bien aimé que vous réarticuliez ces trois zones, ce que je défends comme vous de l'écosystème de recherche libre qui trouve ces solutions latentes, la partie technocratique et les appels à projets, et puis cette frange critique qui existe, qui appelle finalement un contrôle citoyen sur ce sur quoi on fait de la recherche doit être sous le contrôle de la société. Elle doit avoir son droit de regard sur ce sur quoi on recherche. Voilà. Oui, eh ben, ce sont des remarques très justes. Il ne faut pas il faut pas mal comprendre ce que nous avons dit en présentant un cadre très général qui a l'air un peu équilibré comme ça. Et ce n'est pas du tout la façon dont nous voyons les choses plus précisément. Donc, à propos de la critique sur les stars et la pointe de l'excellence, qui effectivement semble ressortir de ce que nous avons des exemples que nous avons donnés, je voudrais décrire un petit peu comment, au comité d'éthique, nous avions fait un texte qui s'appelait La politique de l'excellence dans la recherche publique. Dans ce texte, nous avions donné une image qui, je pense, peut être reprise parce qu'elle est universelle. C'est l'image de la pyramide des connaissances dont la pointe est ce qu'on appelle l'excellence, et il faudrait peut-être utiliser un autre mot parce qu'il est quand même très usé, qu'on pourrait appeler la qualité, la grande qualité, je ne sais pas comment dire. Donc, c'est la pointe de ce qu'on avait analysé assez précisément pourquoi la pointe de la pyramide n'existe que parce qu'il y a une pyramide en dessous. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la pointe, il y a concentration de résultats spectaculaires, d'ailleurs il peut y en avoir à tous les niveaux, il ne faut pas que la base s'effondre, c'est-à-dire que pour que la qualité et l'excellence reste à la pointe, il faut consolider tout ce qu'il y a en dessous. Donc il y a besoin de techniques, il y a besoin d'appareils à construire, il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin de tout le personnel de la recherche qui soutient la pointe. Il y a besoin que la base soit solide. Si la base s'effondre, et s'il n'y a que l'excellence qui reste, la pointe devient de plus en plus basse. Par contre, la base se consolide et s'affermit, la pointe ne monte plus haut. Déjà, pour l'excellence, soi-disant, c'est quand même un plus. Et inversement, si la base s'effondre, ben, l'excellence s'effondre aussi. Et donc, c'est fatal à l'excellence aussi. Donc, la nécessité de cette conjonction des talents nous était apparu comme très nécessaire. Il y a besoin d'un terreau favorable pour que se développent tous les plus spectaculaires résultats. Souvent, ça se produit d'ailleurs dans des bassins locaux où il y a un terrain favorable, dans une zone géographique donnée, avec le concours des citoyens par la science participative, avec des écoles d'ingénieurs, avec des labos universitaires, mais aussi des associations, etc., etc. C'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, cette diversité de compétences qu'on trouve dans un campus
comme MIT aux États-Unis, qui est assez dispersé sur une zone. Voilà. Donc, il faut multiplier les viviers et puis, donc, pour repenser un peu la façon dont se développe, si on le souhaite, la pointe. C'est une première réponse. Oui, c'était d'ailleurs, puisqu'on parlait de la notion d'excellence, justement, c'est une notion maintenant qui est un peu, même à la limite, presque galvaudée. La tendance actuelle qui est justement d'individualiser l'excellence, puisqu'on veut donner des noms, ça rend les gens individualistes et c'est dans l'écosystème de la recherche, ça peut être relativement dommageable, hein. Il y a des conséquences. Bon, il suffit de prendre, peut-être pas citer des noms, mais dans le cadre de la pandémie, c'est vrai qu'il y a des personnes, mais qui mettent carrément sous silence l'institut dans lequel ils travaillent. C'est je en permanence. On a vu ça beaucoup ces derniers temps. Et ça, c'est un problème. Plutôt que de parler d'excellence individuelle, je crois que c'est une notion qui est extrêmement importante dans la recherche moderne, qui est extrêmement complexe, c'est de parler d'excellence collective. C'est une communauté qui peut être excellente, un laboratoire qui peut être excellent, une communauté ou bien même, je veux dire, une collaboration entre différentes communautés qui est excellente. Mais être un peu, on a un miroir déformant qui est justement le cas d'Einstein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Einstein, c'est un cas particulier parce qu'il était excellent à lui tout seul. Il n'avait pas besoin des autres pour être excellent, pour avoir des idées absolument géniales qui ont plutôt fait travailler les autres. Mais si on regarde bien la science moderne, c'est pas comme ça forcément qu'elle fonctionne. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment plutôt une activité collective. Et le fait de décerner des prix qui sont forcément individuels, de faire des récompenses individuelles, d'assurer des promotions sur la base d'une performance individuelle, ça peut avoir un côté pernicieux, d'ailleurs, qui est à l'origine de quelques dérives. Hein. Il suffit de regarder les problèmes de manquement à l'intégrité scientifique qui fleurissent en ce moment, même s'ils restent très minoritaires. Il faut reconnaître que mais ils sont quand même très visibles. Et ça ne donne pas forcément une bonne image de marque de la science vis-à-vis de la société, vis-à-vis du grand public. On peut aussi essayer de répondre aux sollicitations de Bruno sur les conflits d'intérêts, parce que c'est vrai que la science fonctionne, la recherche fonctionne et en étant appréciée par les pairs. Hein. Donc les chercheurs publient et puis leurs publications sont examinées par les pairs, et c'est le système des publications scientifiques qui a ses limites, mais qui pour l'instant le seul qu'on connaisse vraiment qui marche. Néanmoins, ces tâches d'expertise que font les collègues sur les travaux des autres, elles ne sont pas exemptes de biais. Il peut y avoir des liens d'intérêt entre les experts et puis qui expertisent les travaux des autres, des liens d'intérêt qui peuvent être d'ailleurs tangibles ou intangibles. Hein. Tangible, ça veut dire que c'est quand il y a de l'argent en cause, mais les plus souvent, ils sont intangibles, ce sont des liens intellectuels. Et il peut y avoir des tâches d'expertise qui sont faussées par des conflits d'intérêts entre chercheurs entre eux. Et puis, il y a d'autres types de conflits d'intérêts qui peuvent intervenir. C'est quand une recherche est, par exemple, commanditée par une fondation ou par une institution, et que les motivations de cette commande sont douteuses. Il peut y avoir des biais par le fait que certaines recherches sont commanditées pour neutraliser
d'autres recherches qui vont dans le sens contraire des intérêts de grosses entreprises. Alors on pense par exemple au cas du tabac où c'est assez bien documenté, mais beaucoup de recherches ont été commanditées à des chercheurs qui ont accepté de les faire, peut-être aussi bien rémunérés pour le faire, pour neutraliser les recherches qui, elles, étaient fondées sur des faits montrant la nocivité du tabac. C'est documenté dans le livre de Dorestès qui s'appelle Marchand de doute et dans beaucoup d'enquêtes aussi faites par Stéphane Aurel, qui a eu le prix du rationaliste pour des livres comme Recherche d'intoxication. Puis il y a eu des travaux dans la revue Raison présente sur la culture de l'ignorance. Voilà, des biais qui sont liés à des conflits d'intérêts. Sur conflit d'intérêts, je voudrais quand même signaler que conflit d'intérêts et liens d'intérêts n'ont pas tout à fait la même sens. Tous les chercheurs ont des liens d'intérêt, certainement d'une façon ou d'une autre, surtout ceux qui travaillent avec le privé, mais pas que. Oui, mais donc lien d'intérêt ne veut pas dire forcément un conflit d'intérêt, mais ce qui est très important, c'est que tous ceux qui sont pris comme experts, soit comme experts donc pour expertiser les travaux de leurs collègues, soit comme experts sollicités par l'État ou sollicités par des décideurs, doivent déclarer leur lien d'intérêt. Donc c'est l'important message, c'est que les liens d'intérêt sont à déclarer, ce qui permet de sortir du dilemme. Les plus compétents ont des liens d'intérêt, donc ne peuvent pas faire une expertise indépendante. Et du coup, si on élimine tous ceux qui ont des liens d'intérêt, on finit par disqualifier tous les experts. Donc, c'est un problème dont on peut sortir par l'honnêteté et la transparence. C'est un problème qui est assez vaste parce qu'il y en a. Il est facile de dire qu'un chercheur, un expert qui n'a pas de conflit d'intérêt est un expert sans intérêt. Ça a déjà été dit par, je crois, quelqu'un qui a été ministre, hein, je me trompe. Non, ce n'était pas. Je ne me souviens plus de la personne qui a dit ça. Non, en tout cas, ça fait partie des aphorismes. Oui, tout à fait. Un expert sans conflit d'intérêt est un expert sans intérêt. Et ça, effectivement, c'est un des problèmes. Ceci dit, comme l'a dit Michel, le lien d'intérêt, on l'a tous. On a tous des liens d'intérêt dans des domaines, sauf peut-être en mathématiques, je pense qu'il ne peut y en avoir, mais autrement, avec la recherche par projet, il y a forcément des liens d'intérêt. Tu as tout à fait raison. Il y a, de toute façon, avec la notion d'excellence, il y a quand même une classification. Ce n'est pas la classification qui est à mettre en cause, c'est le fait qu'on ne retient que le numéro 1 dans la classification. Ce qui humainement sera toujours le cas. Ce qui sera toujours le cas, mais c'est la non-reconnaissance du fait que le numéro 1 a utilisé les recherches de tous les autres. Alors, justement, il y a un point important là-dessus, c'est qu'à partir du moment où une individualité, quelqu'un se dégage de tout ça, ce qu'il va dire va devenir un dogme. Avec de gros problèmes, c'est que vis-à-vis de la société, on a un cas, on ne va pas citer son nom parce que tout le monde connaît cette personne. Il dit quelque chose, de toute façon, on le croit, et tous les autres scientifiques ont tort et disent des bêtises. Et pourquoi? Parce que quand des scientifiques vont débattre, ils font toujours. Un scientifique honnête fait part de ses incertitudes. Okay? Le stade actuel de la science, c'est ça. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Voilà ce qu'on ne sait pas. Ça, le grand public n'aime pas trop, parce que ça veut dire quand un problème est grave, quand c'est de la science, je dirais, qui fait un peu rêver, on peut admettre qu'il y a des choses à faire. Mais quand on est en situation de crise, ça, le grand public n'admet plus vraiment. Il veut avoir des réponses fermes. Or, des personnes comme ça vont donner des réponses fermes, et à ce moment-là, ça balaye tout le reste. Et ça, c'est des situations qu'on a connues en période Covid, mais qu'on peut connaître dans d'autres situations un peu analogues, des situations de crise. Je suis tout à fait d'accord pour rebondir sur la question de l'intégrité scientifique, qui est certainement très fortement liée à cette façon de faire la science dans un monde de compétition
et qui repose aussi sur les travaux individuels et la façon dont ils sont évalués avec ces critères de qualité, d'excellence. En effet, donc, mais ces questions d'intégrité scientifique ont été mises en valeur que relativement récemment et assez en retard en France par rapport aux États-Unis où ils étaient déjà bien développés il y a une vingtaine d'années dans les domaines de la médecine et de la biologie. En France, on s'est réveillé sur l'intégrité scientifique. C'est l'INSERM qui l'a mis d'abord dans ses préoccupations en créant une délégation à l'intégrité scientifique avec Michel Actuel, bien avant le CNRS. Et le CNRS, Didier s'en souvient, au comité d'éthique, quand on en parlait dans les années 2012-2013, au début de ma présidence, le président du CNRS disait mais vous m'embêtez avec ça, et même ça se passait assez mal avec son comité d'éthique. Hein. Et puis la situation a changé quand le CNRS, quand une affaire d'intégrité scientifique est apparue, une fraude est apparue et a été révélée dans la grande presse. C'était l'affaire Voynet qui a déclenché tout ça. Et Voynet, bon, je ne vais pas rappeler toute l'affaire Voynet, mais c'était un scientifique qui était très très bien vu au CNRS parce que il était très haut dans l'échelle, il allait entrer à l'académie, il était bardé de prix, il travaillait sur la génétique des plantes hein, et il était, c'était la future, il avait une médaille d'argent, la future médaille d'or du CNRS. Il a été révélé par un peu pire le réseau qui fait de la des critiques post-publication des articles publiés par Internet, un réseau social scientifique, il a été révélé que beaucoup de résultats d'Olivier Voynet avaient été trafiqués, en particulier des figures avaient été trafiquées. Bon, je ne fais pas l'histoire, mais donc, bref, ça fait un grand scandale quand Le Monde a publié le CNRS a des faussaires dans ce labo. Donc, du coup, c'était parti pour une réflexion du CNRS et une réflexion au niveau national. C'est comme ça qu'a été développé les travaux de la commission du professeur Corvol, un médecin de l'Académie des sciences. J'ai fait partie, et puis a été créé l'Office. Voilà, l'Office français d'intégrité scientifique avec son comité scientifique. Et maintenant, ce qui est quand même très important, c'est que ces questions d'intégrité scientifique ont été inscrites dans la loi de programmation de la recherche comme l'intégrité scientifique fait partie de ce qui doit être regardé dans la recherche publique. Les critères de qualité de la recherche. Donc, c'est inscrit dans la nouvelle loi et il est inscrit aussi que chaque établissement de recherche, université, grande école, etc., doit avoir un référent d'intégrité scientifique à qui il est possible de révéler des atteintes à l'intégrité scientifique, et ça c'est très important. Il y a maintenant un réseau de référents d'intégrité scientifique qui compte une centaine de personnes qui travaillent à mettre en place des procédures pour limiter et pour essayer d'endiguer et résoudre les cas qui apparaissent. Traiter les cas. Traiter les cas. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne voit que la pointe émergée de l'iceberg et qu'il y a en dessous beaucoup de choses dans les labos qui ne sont pas révélées, puisque malgré tout, la pression à l'excellence pousse à publier trop vite, à publier très vite sans avoir tout vérifié, sans que les méthodes soient bien assurées, soit ne sont pas reproduites. Donc, il y a toute une zone en dehors des fraudes, les grosses fraudes, c'est vous falsifiez ou vous donnez ou vous falsifiez vos résultats, mais en dehors de ces fraudes énormes, vous avez, qui sont quand même relativement rares, moins celles qui sont découvertes, vous avez une zone grise de comportement
qui ne sont pas conformes à l'intégrité et qui vont avec le fait de publier vite et mal et de, en gros, faire de la mauvaise science. Et ça, c'est assez dangereux parce que c'est la naissance de ce que aux États-Unis on appelle la junk science, la science de deuxième zone, qui est d'ailleurs encouragée par l'existence de revues, également de deuxième zone, pour ne pas dire des revues prédatrices. Voilà. Donc tout ça, c'est un contexte auquel il faut mettre de l'ordre, mais qui est un résultat certain de dépression. On n'a pas parlé de quelque chose qui relève directement des pressions que la demande d'excellence fait porter sur les chercheurs, c'est la question de harcèlement dans les labos, dans les équipes, de harcèlement scientifique ou harcèlement moral. C'est une branche de l'intégrité scientifique, je ne sais pas d'ailleurs, qui n'est pas, en tout cas, ça n'est pas considéré comme une branche de l'intégrité scientifique, mais je ne sais pas où c'est traité, mais ça n'est pas bien traité du tout. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que le harcèlement, mes expériences personnelles par les contacts que j'ai dans mon labo ou ailleurs, est que le harcèlement scientifique, ça existe et que c'est très pénible. Et quand vous en parlez, par exemple au ministère ou ailleurs, on vous dit « Oh, mais il n'y a pas de problème, le harcèlement, il y a une loi contre le harcèlement, il n'y a qu'à porter plainte et puis il n'y a qu'à… » Voilà. Mais vous imaginez bien comment ça se passe dans un labo quand c'est en général un jeune, et souvent une jeune, mais pas que les filles, est harcelée par son patron pour publier plus vite, pour travailler tous les week-ends, pour ne pas prendre de vacances, pour refaire ses résultats 1000 fois, et sous la pression. C'est très difficile pour quelqu'un qui est en thèse ou en postdoc et qui a besoin de publication pour continuer sa carrière, c'est très difficile de résister à la pression. Et donc, il faut voir aussi que moralement, c'est difficile pour la personne harcelée parce que souvent, elle est sous l'emprise intellectuelle du patron. Je vois ça en histoire, par exemple. Un grand patron qui a 40 thésards, c'est une personne qui a un tel prestige qu'il est presque adoré de ses étudiants qui se laissent maltraiter de façon invraisemblable. Donc, je pense qu'en France, on n'en a pas vraiment pris conscience. On a eu quelques cas qu'on nous a révélés au comité d'éthique, mais très peu. Ça a été très mal traité et très mal sanctionné par le CNRS lui-même, qui a juste déplacé le harceleur d'une équipe à l'autre, ou d'un labo à l'autre, dans les cas les plus extrêmes, et c'est tout. Il n'y a eu même pas de sanctions plus sévères. Et je dois dire qu'aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Aux États-Unis, le harcèlement scientifique est quand même craint il est craint par les directeurs d'équipe. On a des directeurs d'équipe qu'on a vu arriver à l'Institut Pasteur et qui nous ont dit « Oh là là, en France, est-ce que c'est comme aux États-Unis ?» On a vraiment peur de ça. Quand on leur parle d'intégrité scientifique, ils nous disent « Mais c'est nous qui avons peur d'être critiqués pour harcèlement parce qu'on fait travailler nos étudiants un peu trop dur. » Donc, je dois dire qu'il y a deux poids, deux mesures entre deux pays. Quand on a commencé à s'intéresser aux questions d'intégrité scientifique, j'ai fait des conférences au CNRS devant les directeurs d'unité. Hein. Tous les directeurs d'unité réunis une fois, ils étaient nombreux. Et savez-vous les questions qui sont sorties et qu'est-ce qu'on va faire pour les cas de harcèlement? Nous avons des cas de harcèlement dans nos labos. Et comment les traiter? Et c'est le harcèlement qui est ressorti des questions des directeurs d'unité comme beaucoup plus fréquent que les questions d'intégrité. Donc, je pense qu'en France, il va falloir qu'on se préoccupe de ça. Moi, je vais m'occuper de faire en sorte que certains s'en préoccupent aussi, même si ça n'est pas dans leur précaré. En fait, le harcèlement fait partie des problèmes de ce qu'on appelle la déontologie.
de la profession. C'est plus de la théologie ou de l'éthique, puisqu'il s'agit du bien-être des chercheurs dans leur milieu de travail. Mais il y a effectivement maintenant une loi pour la déontologie des établissements qui font travailler des fonctionnaires. Et cette loi, elle peut être applicable. Elle est très générale. Elle est très applicable. Mais encore une fois, les établissements doivent avoir un référent déontologue qui devrait être capable de le faire appliquer.